Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Détention provisoire de l'opposant Rikia Madougou dans l'affaire dite de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Oui, la toute fumante patate chaude continue, mesdames, messieurs, de faire parler d'elle. Vu sous le prisme des déballages du ministre Modeste Kérékou, l'affaire, pour nombre d'observateurs et hommes de droit, mériterait d'être définitivement classé au classique du régime de clamer tout le contraire. Lumière doit être totalement faite. De part et d'autre, le dossier est suivi de près comme du lait sur le feu. Affaire Rikia Madougou. Quelle implication possible? Il s'agit là du thème en débat. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Emile Guérin, consultant en communication. Il est également en gestion de crise. L'homme nous apportera sa modeste contribution pour l'enrichissement du débat. Et pourquoi pas, comment faire descendre la pression? Elle est si haute, dit-on. Monsieur Belguerin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Itonji. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, il n'est vraiment plus à présenter. Mathieu Avléchi, c'est son nom. Il est membre fondateur du Bloc républicain, l'une des figures de proue de la grande mobilisation pour la réélection du chef de l'État, Mathieu Avléchi. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etonji. Bonjour, monsieur Guérin. Et je ne manque pas de dire bonjour aux téléspectateurs. Et ils vous répondent à leur façon, oui. Sans eux, en tout cas, on aura de cesse de le dire, inutile d'être là où on est. Un troisième invité pour cet instant débat, Omar Aruna, c'est son nom. MBA, il est le vice-président du conseil consultatif des USFPI, basé à Washington. Omar Aruna, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur Yetonji, et bonjour à mes vis-à-vis qui sont sur le plateau, mais surtout bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon, chers invités, vous l'avez constaté, chaque jour avec son développement dans cette affaire, pour faire simple, dites, affaire Rikia Madougou. Et le déballage du ministre Modeste Kérékou, perçu comme un élément de plus, alimente depuis peu aussi les débats. Monsieur Mathieu Avléchi, la polémique autour de cette sortie, comment vous l'avez accueilli et comment l'observez-vous? Merci, monsieur Etonji. Je pense que le ministre de porte-parole du gouvernement a déjà fait un petit cadrage, un cadrage par rapport aux supputations des avocats de la présumée coupable, de la prévenue, j'allais dire. Et maintenant, parlant de la sortie du ministre Kérékou, je crois que nous sommes communicants et nous savons qu'il y a trois éléments principaux en matière de communication, qu'il y a l'émetteur, le message et puis le récepteur. Ça, ces trois éléments ne peuvent, si ça ne se constitue pas communication. Nous avons globalement, de façon patente, deux éléments. Il y a message, il y a la réception. Maintenant, c'est l'émetteur qui pose problème parce que dans les supputations, c'est qu'on se demande si effectivement ces messages émanaient de Mme Madougou. Si tant est que ces messages émanaient de Mme Madougou, parce que c'est ce qui est avéré. Et je pense qu'en tenant compte de la qualité de la personne qui a fait les révélations, la portée de ces révélations, les personnes impliquées dans le message, les personnes impliquées dans cette activité, je crois qu'il n'y a pas de raison que ces révélations se fassent ainsi à un niveau donné. Ça ne va pas être discuté. Si des vérifications n'avaient pas été faites pour nous assurer que ces trois éléments sont constitués pour que la personne mise en cause soit régulièrement mise en cause de façon patente dans ce dossier. Et si c'était que c'est ça, je crois que si c'était pas ça,
ça créerait des incidents diplomatiques. Et donc, s'il y a les preuves, s'il n'y a pas les preuves, on n'en serait pas là. Donc, je pense que le gouvernement aurait pris des dispositions qui aient les preuves par rapport à tous les éléments et pour qu'en son temps, personne ne vienne à nous dire que le Bénin s'est mis en porte-à-faux par rapport à certains dirigeants de la sous-région dont le nom avait été cité par le ministre Kérékou, dont je loue le courage. Oh, merci beaucoup. Nous allons nous retourner vers l'ancien ambassadeur, M. Omar Harouna, pour recueillir son avis avant de nous retourner vers le consultant en gestion de crise pour nous parler tensions éventuelles autour de ce à quoi on assiste. Omar Harouna, oui, vous avez suivi cette sortie-là en lien avec un dossier tout fumant. Oui, merci beaucoup, M. Yetonji. Je dois tout de suite dire que déjà la sortie du ministre Modeste Kérékou est de la pure fabrication. Et je le dis dans une position d'expert. Et je le dis parce que je sais que sur WhatsApp, et vous l'avez vu à foison, sur WhatsApp, en moins de quelques secondes, on peut fabriquer n'importe quel message. Et c'est grave, c'est d'autant plus grave qu'on est en train de parler de pièces à conviction pour une justice. Si un ministre du gouvernement se met à fabriquer des pièces à conviction, qu'est-ce que ça dit pour la gouvernance du pays? Quelles sont les implications pour la justice du pays? Oui, en termes de technologie, les choses ont beaucoup évolué. Mais en ce qui concerne cette déclaration qui a été faite, est-ce que ce ne serait pas plus sage de laisser la justice nous dire si ce sont des éléments de preuve ou pas? Factuel. Mais Monsieur Yetonji, oui. Si vous me dites il serait plus sage de laisser la justice, de quelle justice on parle? De celle qui est sous boisseau ou bien de la justice de Super Mario qui ne veut que condamner parce que son patron lui a demandé de condamner? Il faut que ce soit clair. La justice béninoise sous talon est complètement discréditée de mon point de vue à l'international. Il faut pas ou bien vous n'avez pas été dans le pays les 4 dernières années, ou bien on est en chose là, et comment dirais-je, en exercice d'apprentissage de sorcellerie. Parce que moi, je crois que c'est ceux qui disent, et là, c'est un peu quand même assez insultant pour les intellectuels que nous sommes au pays, ceux qui disent qu'il faut laisser la justice faire, c'est qu'ils font preuve d'une certaine duplicité à nul autre pareil. Parce que pendant 4 ans, la justice n'a pas été une justice équitable, elle a été une justice qui a été mise sous boisseau ou bien sous ordre, et on se permet de dire que la justice, il faut laisser la justice faire, alors que des gens, ils ont leur vie qui sont en jeu. On ne peut pas, c'est comme si on vous dit, ok, laissez le bourreau faire son travail. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est que ça. Mais est-ce que je suis obligé encore de vous relancer? C'est vrai, il y a beaucoup de récriminations face à la justice béninoise. Et là où ce dossier se trouve aujourd'hui, il se trouve qu'il y a eu aussi des réformes ces derniers mois-ci concernant la criette. Est-ce qu'avec ce que d'aucuns qualifient d'une touche salvatrice, vous continuez de penser qu'il n'y a pas... vraiment, il n'y a pas lieu de faire foi à la justice dans ce sens-là? Moi, je vous dirais simplement, vu d'ici et vu de là où moi je suis et de ce que les gens disent à l'international, la criette n'a aucune crédibilité. D'abord, elle n'avait aucune raison d'être. Maintenant, elle n'a aucune crédibilité. Depuis 4 ans, elle n'a aucune crédibilité. Et dans ce contexte aussi, on ne peut pas dire, regardez même l'arrestation de Mme Madougou. Elle a été faite, c'était un kidnapping. Vous allez voir que la presse internationale qualifie ça de kidnapping. Donc ça, c'est important. Quand on parle de justice, il y a un processus. Il y a un processus pour aller jusqu'à incarcérer quelqu'un. Il y a tout un processus. Il n'y a pas eu de contradiction. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu un mandat d'amener en bonne et due forme. Et quand on envoie un mandat, il y a un temps pour l'exécuter. Rien de tout ça là. Et vous me dites que dans cette histoire-là, vous savez que vous vous perdez, mais malgré ça, les gens disent laissez aller au bout. On va où si les objectifs ne sont pas clairs? On va où si les objectifs ne sont pas clairs, M. Guéret, avant d'apprécier cette sortie et ce qui va peut-être avec? Faut-il laisser la justice faire son travail ou pas? Je suis tenté de vous poser la question. Puisque je suis souverainiste, je pense qu'il faut respecter les institutions de la République. Et donc, la justice, il faut la laisser faire son travail, évidemment.
Et le temps prouvera et nous situera dans la vérité. Ça, c'est certain. Je suis convaincu. Le temps, j'en suis certain. Je voudrais un peu remettre la question dans les différents contextes dans lesquels cette situation s'est produite, c'est-à-dire l'arrestation de Mme Ricat Madougou. Il y a d'abord le contexte de sa personnalité. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est une ancienne ministre, c'est une candidate recalée. Et vous savez, moi, je suis heureux du plateau que le débat sera équilibré parce que je suis dans le peuple, je suis le peuple, je suis citoyen. Je n'ai pas de parti pris. Et je constate que beaucoup de citoyens subissent parfois des abus de justice sans que personne n'en sache rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas été anciens ministres, parce qu'ils ne sont peut-être pas membres fondateurs du bloc républicain, j'en sais rien. Mais ça existe. Qu'est-ce que vous on voulez n'en dire parle pas. Je veux simplement dire qu'il faut traiter les citoyens au même niveau. Ça fait un on aurait pu ne pas parler de cette histoire, c'est cela? Non, on en parle. C'est normal qu'on en parle. Ah, ok. Mais par rapport à la personnalité, je vais donner juste un exemple. Je crois en 2018, l'ancien président français a reçu un appel vers le soir, en tout cas le soir, qu'il était en garde à vue. Il était à la maison chez lui. La juge l'appelle, vous dit, monsieur le président, vous êtes en garde à vue. Un ancien président. Juste après, quand il a été relâché, il est venu sur le plateau de TF1 et il était très fâché, très remonté. Ça se passe. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. En tant que technicien de crise, bon, je comprends les polémiques, hein, c'est normal dans un pays où le contexte temporel qui fait que nous avons des élections présidentielles prochainement. C'est normal parce qu'une élection présidentielle engage la vie de toute nation et le vote individuel de chaque citoyen compte pour l'avenir de la nation. Le terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Partout dans les pays, quand vous entendez le terrorisme, tout le monde se met en débandade. Et en matière de terrorisme, le débat a été agité longtemps aux États-Unis où, face à des situations données, les droits de l'homiste estiment qu'il faut respecter le droit de l'homme de celui qui veut commettre un attentat, le terrorisme. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière de terrorisme? Il faut d'abord une anticipation. Et les services de renseignement sont là pour ça. Et ça dépend des renseignements que ces services ont pu avoir en leur possession pour savoir qu'il y a un acte terroriste qui va être posé. Si les informations reçues sont d'une importance capitale qui engage la vie de la nation, je pense qu'on n'a pas besoin de convocation. Merci. Et je ne saurais parler de kidnapping. Merci. Ça se passe dans des pays de grande démocratie. Je parle du terrorisme. On parle du terrorisme, ça engage toute la nation. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut que nous sachions raison garder, pas de parti pris. Je ne sais pas, c'est le procureur qui a qualifié les faits. J'ai entendu terrorisme. Et quand on dit terrorisme, ça engage tout le monde. Parce que, regardez ce qui se passe au Nigeria. Nous avons dans notre sous-région, que ce soit l'Afrique subsaharienne et le Sahel, une insécurité galopante où des enlèvements, des otages se font, les pays d'État font partie du terrorisme, se font tous les jours au Nigeria, à côté de nous, à nos portes au Niger, où on brûle les églises, ne sont pas... en somme, la question de l'arrestation, la manière évoquée, déplorée par un certain nombre de voix, pour vous, on ne devrait pas en parler tel on en parle, c'est cela? Non, je ne suis pas contre qu'on en parle, puisqu'on nous devons en parler. On dit lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, il y a la guerre. Il faut qu'on en parle, il faut que chacun s'épanche sur la question pour que nous puissions bien comprendre. Mais je dis, il faut donner la vraie information au peuple. Ça veut dire quoi? Le problème de la criette, je n'ai pas compris pourquoi nos dirigeants ont mêlé tout ensemble. Je pense, à mon humble avis, par expérience, qu'il aurait fallu créer carrément, si c'est une couche, je ne sais pas, une cellule, par rapport au terrorisme, carrément, entièrement à part. Parce que le terrorisme ne se traite pas comme une infraction économique ou autre infraction. Vous savez, à la criette, il y a beaucoup de personnes qui sont là, que je connais. Il y a le cyberterrorisme fait partie des différents... des différentes étapes du terrorisme. Donc, ils sont nombreux, ils sont là, ils ont été copiés de l'autre peine. On n'en parle pas. C'est ce que je voulais dire. Et donc, quand on me dit cours de la répression des infractions économiques et terroristes, je dis pourquoi on veut mêler le... Or, si on avait une cour uniquement pour le terrorisme, le problème ne se poserait pas.
C'est parce que la criette, à travers son fonctionnement, a suscité un manque de confiance au niveau de la population. Et c'est ça le problème, je dis. Il y a un problème de manque de confiance au niveau de la population en nos institutions. Et ça dépend de qui? Ça dépend de nos gouvernants. C'est nos gouvernants qui devons tout faire pour nous amener à avoir confiance en nos institutions. Mais si nous gérons tel que cela se passe, nos institutions, les populations ne peuvent pas avoir confiance. Et donc, vous avez une lourde responsabilité. C'est à vous. Si vous permettez, je voudrais dire un mot sur la sortie du ministre Modeste Kérékou. Pour ma part, je trouve cette sortie inopportune et qui sape totalement le dossier. Je considère que les informations qu'il a sont vraies. Vous avez parlé de l'incident diplomatique tout à l'heure, M. Aplessis, mais ça peut aller au-delà. C'est ça les implications. Pourquoi je vous dis? Le ministre dit, j'en avais informé depuis 2 ans le président de la République, garant de ma sécurité, qui a banalisé. Il se fait qu'aujourd'hui, ces informations deviennent capitales. Mais c'est grave. Ça veut dire que nous sommes gérés par un président qui a été, il y a 2 ans, incapable de prendre des décisions hardies pour me protéger, pour protéger le peuple. S'il a reçu l'onction de son chef avant de venir déballer ça, je crois que c'est suffisamment grave. Et ce dossier, c'est le président de la République qui est mis en cause. Parce que nous l'avons eu pour nous protéger. Pas pour banaliser des informations d'aussi haute portée. Parce que le ministre, selon les informations, je ne vois pas en quoi cela a de rapport avec le terrorisme dont il s'agit aujourd'hui. Mais c'est lui qui a fait le rapport pour incriminer d'autres chefs d'État. Si vous étiez... Enfin, j'ai cru voir FG. Et lui, il décrypte pour dire Faure Gnassingbé. Et si FG voudrait signifier Franck Guérin, par exemple, c'est grave, ce n'est pas son rôle. Monsieur, ce n'est pas son rôle. Si vous étiez Faure Gnassingbé, d'abord, un ministre togolais a réagi. On attend les autres. C'est près de 6 chefs d'État dans cette affaire. C'est suffisamment grave. Et si moi, j'étais le président de la République, M. Patrice Talon, je pense que je dégagerais ou j'aurais contraint ce ministre à démissionner simplement. Parce qu'il s'agit d'une affaire de justice qui est en cours. Et ils sont pour venir impliquer, plonger le président de la République pour nous dire à nous qu'il était incapable de prendre une décision pour nous protéger. Et si ça avait été géré depuis 2 ans, non, je crois qui serait responsable? Mais c'est le président de la République. Monsieur Guérin, je commence d'abord par te remercier. Excuse-moi de te tutoyer. Nous sommes entre frères. Par rapport à ta réaction liée au kidnapping, je crois qu'il n'en est pas question ici, parce que les éléments factuels qui ont amené notre système judiciaire à mettre Madame Rekiat sous mandat de sous dépôt ou bien en détention sont clairs. On parle de, vous l'avez dit, terrorisme. Ce n'est pas ces interventions, ce n'est pas sa division qu'il créait, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, cette déclaration belliqueuse qu'il a envoyée là-bas. C'est bien entendu qu'il y a perturbation de la quiétude de la population, des populations béninoises. Il y a planification d'assassinat de Béninois. Vous êtes affirmatif dans ce que vous dites là. C'est ce qu'on nous a dit. Il paraît qu'il n'y a pas encore de preuves. C'est ce qu'on nous a dit. La preuve est la rançon du droit. Oui. Et les éléments de preuve ont été apportés par Insigne Recouzet. Et qu'on trouve maintenant que, par exemple, la sortie du ministre, c'est une preuve. Monsieur Aplessis, oui. Il faut que, pour nos téléspectateurs tout au moins, qu'on rende ce qui est, jusqu'à preuve de contraire. Oui. Vous avez suivi aussi le porte-parole du gouvernement. Si. Les preuves, on travaille pour. Mais, dit-il, on a des indices concordant. Ça ne fait pas une nuance de taille. Tout à fait. Il est praticien du droit. Il a de raisons de nuancer les choses parce que ça aussi, c'est sa profession qui l'amène à dire ça. Mais nous, pour le moment, ce qu'on nous sert comme élément factuel... Vous trouvez que c'est suffisant? C'est peut-être pas suffisant pour le niveau pour la justice, mais pour nous, c'est déjà des choses qui nous amènent à dire, ça veut dire qu'effectivement, quelque chose se tramait contre mon pays. Et si quelque chose se trame contre mon pays, à un moment donné, oui, M. Guérin disait que voilà les informations
informations emportées au niveau du chef le chef avait banalisé, selon le dire du ministre Kérékou. Oui, je crois quand même que le traitement d'une information de cette portée ne doit pas être mis à la portée d'un ministre, parce que c'est plus élevé que le ministre. Et si tant est que c'est ça, c'est d'abord qu'on le rassure pour dire attention, ne t'inquiète pas, mais je traite le dossier. Et ça là, c'est comme ça moi j'ai interprété la chose. Quand je l'ai dit banaliser, mais j'ai dit c'est pour d'abord sécuriser le garçon, parce qu'il est mon jeune frère, hein, le monsieur le ministre, c'est pour le sécuriser, pour dire ne t'inquiète pas, je gère maintenant au niveau où les choses évoluent. Parce que c'est aussi ça. Il faut savoir suivre les événements pour les mettre bout à bout, au fait d'avoir des éléments de preuve qui vous permettent de dire ce que vous dites. Et si on lui a permis de faire cette déclaration, c'est parce qu'il y aurait des preuves que le chef de l'État aurait déjà à possession pour servir, pour alimenter les informations au niveau de la criette. Je crois que nous n'avons pas de raison de jeter l'opprobre sur nos institutions. Et ça, je le dis en direction de M. Aruna. Vous pensez pas? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qu'il fait. Si tant est que c'était facile, je crois qu'il serait... Ce n'est pas normal ce qu'il fait. Que le ministre de Justice assis, non, je le respecte beaucoup, mais je ne suis pas à l'aise. À chaque fois que je le suis, je trouve qu'il est trop vertical. Ce n'est pas normal d'être vertical comme ça. Il faut être flexible. Il faut être un peu souple. Ceux qui, comme lui, pensent que ce n'est pas vraiment la peine de se présenter devant la justice béninoise, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les rassurer? Ils ne respectent pas leur pays. Ils ne respectent pas leur pays. Vous respectez votre pays, vous vous présentez, vous répondez de vos actes. C'est comme ça. Mais parce que il y a quand même à un moment donné, votre justice, votre pays, dans son fonctionnement, voudrait vous entendre sur un sujet donné. Apportez vos éléments de preuve. Pour des questions de fonctionnement de cette justice, que cela doit à longueur de journée, ont-ils raison de doiter ce fonctionnement qu'ils qualifient des noms que vous connaissez? Est-ce qu'ils ont raison de continuer à doiter la justice sous ces temps? Je ne suis pas à l'aise que les choses se passent en ces termes. Et on va se retourner alors vers M. Aruna. Ce n'est pas normal que peut-être après vous avoir suivi tout à l'heure, il va changer de position. Oui, M. Aruna, pourquoi ne pas, avec un peu de recul, observer qu'il s'agit quand même d'une institution pour laquelle, d'une manière ou d'une autre, par l'État et autres, vous avez aussi contribué. Et démocrate, vous êtes. Moi, je suis démocrate, mais il faut beaucoup de nuances. Et puis, il faut comprendre que les gens comme M. Avlessi et tous ceux qui encouragent ce genre d'approche sont ceux qui, au fait, sont le problème. Parce que quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que la justice béninoise, ça a été démontré depuis 4 ans qu'elle n'est plus équitable. Sinon, comment est-ce que vous pouvez dire qu'on ne respecte pas la justice de son pays si la justice du pays ne peut même pas respecter elle-même cette décision de justice? Je ne vais plus aller dans les histoires de la Cour africaine des droits de l'homme, tout ce qui a été fait, comment est-ce que la justice a été traitée, et même comment est-ce que ceux qui sont allés, ont fait la démarche que M. Avlessi suggère, ont été traités et où ils sont aujourd'hui. Ceci dit, il faut que je revienne rapidement sur quelques points. Madame Madougou, elle a été garde des Sceaux. Il ne faut pas l'oublier. Elle a été garde des Sceaux. Elle connaît la justice béninoise. Elle sait de quoi il est question quand on parle de terrorisme. Parlons de terrorisme. Ça, c'est important. Et je vais vous dire, le problème du terrorisme, ce n'est pas ce qu'on nous met à la criette et on nous parle de terrorisme. Ici, quand on essaie d'accuser quelqu'un de terrorisme, on n'écoute même pas ceux qui sont supposés l'avoir indexé. Et c'est elle qu'on le paie. Et maintenant, sur le plan du terrorisme, c'est important que je vous explique quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont sur le plateau. En ce moment, et je le dis de manière solennelle, la gouvernance du Bénin est en train de faire le nid au terrorisme. Et quand je dis terrorisme, je ne parle pas de ce que les gens accusent Mme Rekiapou. Je parle du vrai terrorisme, de l'extrémisme islamiste. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, la DGSE, qui est le service, l'intelligence française, ils ont dit, ils ont montré des vidéos que les extrémistes, surtout ce qu'ils appellent l'État islamiste, est en train de planifier, de s'installer en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et je vais vous expliquer pourquoi cette analyse est arrivée à ce point. Parce que, dans tous les cas, l'État islamiste
c'est eux, ils vont à la conquête des territoires. Pour aller à la conquête des territoires, ils regardent les zones où, d'abord, la gouvernance publique n'a pas fait son travail. Deuxièmement, où les minorités sont frustrées. Et troisièmement, la possibilité de pouvoir s'installer. On regarde ici, regardez la gouvernance de Talon et regardez ce qui s'est passé en mai 2019 et dites-moi, où est-ce qu'on est, et avec ce qui s'est aussi passé à Pog la dernière fois, moi je vous dis, la frustration, et on va le dire, il ne faut pas qu'on se cache de cela, on va le dire, la frustration est telle que ceux qui sont dans la partie méridionale, nord du pays, ne se sentent pas en sécurité, ne sont pas concernés par l'action publique et se sentent brumés. Vous croyez que c'est quoi? Ça, c'est ça. Et la plupart de ces gens, c'est une obédience islamique. Ce que je suis en train de dire, je sais que ça va créer des tollés, mais je préfère le dire et prévenir. Maintenant, on a militarisé toutes ces zones, toute une zone, la zone méridionale du pays. On a frustré les gens de ce côté là-bas et on parle de terrorisme dans ces conditions alors que déjà les intelligences vous disent que ils ont, les islamistes ont des visées sur le pays. Vous croyez où est-ce que quand ils ont des visées sur le pays, ce n'est pas dans la partie sud qui vont s'installer parce que ce n'est pas favorable pour eux. Donc il faut qu'on fasse attention. Tout ce qu'on fait se lie. Et il ne faut pas qu'on ajoute déjà au problème de malgouvernance, au problème de liberté et au problème de brimade, encore un problème de terrorisme et cette fois-ci de vrai terrorisme. Mais quand on dit qu'une ancienne garde de Sceaux fait association de malfaiteurs, quand on dit association de malfaiteurs, on sait ce qui sont les malfaiteurs dans ce pays-là. On en a connu sous le régime. Monsieur Aouna, à l'étape actuelle de ce dossier, et pour l'appel du grand nombre à pouvoir faire descendre la pression, qu'est-ce qui sera l'essentiel d'après vous à faire à l'étape où nous en sommes? La seule personne qui est en mesure de faire descendre la pression, c'est le président Patrice Talon, sans équivoque. Même dans cette affaire-là? Dans toutes les affaires et dans la situation que le peuple vit, c'est lui. Il a le pouvoir, il a, les manettes du pouvoir, et c'est la seule personne qui puisse faire descendre la pression. Et la seule chose qu'il puisse faire pour descendre la pression, c'est d'ouvrir le jeu politique. Parce que vous savez, les frustrations, c'est comme les marmites à vapeur. Quand la pression monte, elle monte, et à un moment donné, elle va exploser. Et pour qu'elle n'explose pas, on ouvre le couvert, on enlève le couvert pour que la vapeur s'échappe. Et c'est là où on en est, mais j'ai l'impression que le président de la République est dans un jusqu'au boutisme sans pareil. Je crois même qu'il invite le chaos. Et je crois que, je ne sais pas, mais je crois quand même que sa direction montre qu'il veut aller au chaos. Monsieur Arouna, je crois que là, vous êtes un peu trop pessimiste, je trouve. Et puis, parlant de parti méridional militarisé, moi, je ne sens pas. Je ne sais pas s'il veut parler du septentrion ou de la partie. Je voulais parler du septentrion, je vous en prie. Bon, je ne veux pas rappeler ce qu'il a dit, mais ce qu'il a voulu faire. Je n'ai pas vu le méridional militarisé, encore moins le septentrion, d'où moi je viens, parce que moi, maternellement, je suis comme du Nord, j'étais au Nord, j'ai enterré un parent la semaine dernière seulement à Baniguara. Donc, j'ai traversé le pays en voiture. Personnellement, je suis allé, je suis revenu, je n'ai pas vu de voie militarisée. Et ça, qu'ils viennent constater vraiment que ce n'est pas vrai ce qu'il dit là. Si c'est ça qu'on lui a rapporté, c'est faux. Maintenant, parlant de terrorisme, M. Guérin a parlé de tout ce qui se passe au Nigeria. Si depuis des années ça se passe comme ça et que nous n'avons pas des bribes de ça dans le pays, ça veut dire qu'il y a de l'anticipation. Et ça, il est gestionnaire les crises, il a dit, il y a de l'anticipation pour nous éviter cela. Et donc, qu'on nous dise que terrorisme et que Madame Badougou, ancien garde des Sceaux, si elle a été garde des Sceaux, mais elle n'est pas là en tant qu'ancien garde des Sceaux, mais encore moins en tant qu'ancienne candidate. C'est pas sa position politique qui l'envoie là-bas, c'est son implication dans l'association de malfaiteurs, c'est ça qui l'envoie là-bas. Si tant que c'est ça, je crois que la procédure est normale, la procédure en vigueur n'est pas du tout viciée, elle est en train de se conduire contre la situation mise en cause. Et donc on laisse la justice faire son travail et que des uns aient confiance ou non à notre justice. Moi je dis, ce sont nos fétiches. Nous les avons installés, on ne doit pas pisser dessus. Ce dossier, par rapport à la situation actuelle du pays, qu'est-ce que le consultant peut-il préconiser?
mais je ne peux que préconiser l'apaisement, la paix. Moi, je suis anti-violence, quelle que soit la violence, je suis anti-violence, absolument. C'est pourquoi le terrorisme, vous savez, j'ai essayé Quand vous dites que vous êtes anti-violent, est-ce que la détention de Mme Rekia peut-il avoir de lien avec la stabilité ou l'instabilité? C'est là où je voudrais en venir. Le terrorisme se définit comme toute violence systématique pour atteindre un objectif politique ou idéologique. Politique ou idéologique. Alors, lorsque on me dit qu'elle est arrêtée pour terrorisme, ça veut dire que le dossier est déjà politisé. Ah bon? Mais oui. Mais quelle est la définition du terrorisme? Toute action violente, systématique, pour atteindre un objectif politique et idéologique. Entendu qu'ici on dit qu'on veut perturber les élections, la procédure en cours. Donc, ceci étant... électorale en cours. Ça s'entend, sa définition, je suis d'avis. Donc, je ne sais pas si vraiment Mme Madougou est coupable de terrorisme, mais c'est ce que le pouvoir en place nous dit. Alors, lorsqu'on entend terrorisme, tout le monde panique. Parfois, même vous prenez des décisions qui peuvent aller à l'encontre de systèmes que vous avez mis en place. Si vous n'aviez pas les éléments qu'il faut, si vous n'aviez pas les personnes formées pour ça, vous paniquez tout de suite. Parce que c'est le terrorisme, quel que soit le gouvernement. Je voulais rebondir rapidement sur ce que l'ambassadeur a dit, que l'une des causes du terrorisme, c'est quand il y a une mauvaise gouvernance, le pouvoir en place ne fait pas. Je dis c'est faux. Merci. Le terrorisme en France, on décapite des enseignants. Merci. Je vous ai dit ici que l'un des défis majeurs de l'humanité, c'est l'extrémisme religieux. C'est l'extrémisme religieux. Maintenant, il faut séparer les choses. Tout terrorisme n'est pas lié à l'islam ou à la religion. C'est faux. On fera le débat une autre fois. Nous restons dans la logique du sujet, oui. Maintenant, je suis d'accord et je le dis que le seul à apaiser les choses, c'est le chef de l'État. Pourquoi? C'est lui que nous avions élu. C'est lui notre patron, notre chef. J'ai suivi un peu récemment ce qui s'est passé au Sénégal. Vous savez ce que les marabouts ont fait? Comme il s'agit d'une accusation et que le mis en cause est en train de nier, ils sont allés consulter. Et que le mis en cause est à nier les faits. Oui, oui. Ils sont allés consulter. Ils sont allés rencontrer le président Macky Sall pour dire ça, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Pourquoi nous voulons nier la présence spirituelle? Pourquoi nous voulons nier le spirituel dans nos gouvernances? Voulez-vous dire que dans le dossier actuel, le spirituel doit s'inviter? Absolument. Dans un dossier judiciaire? Je vais vous donner un exemple. Tout gouvernement, tout gouvernant a toujours une base spirituelle. Dire le contraire, c'est de l'hypocrisie. Je vais vous donner un fait historique rapidement, vous allez comprendre un peu. Il y a des décisions que nous, en tant que citoyens, nous ne comprenons pas, ou même les historiens officiels, l'histoire officielle, n'arrivent pas à décrypter. Et lorsqu'on n'arrive pas à décrypter un fait, une situation, puis bon, on suppute. C'est ça la réalité. L'histoire des Templiers, avec le roi Philippe le Bel, en 1307, quand il a eu une information par un envoyé de Dieu, qui lui a dit que Jacques Molay, enfin, lui-même, il ne savait pas, c'était le grand maître de l'ordre à l'époque, hein, il a eu l'information que l'ordre avait été infiltré au cours de leurs contacts en Palestine par l'ordre des assassins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décimé l'ordre des Templiers. C'est Philippe le Bon qui a fait ce travail avec l'onction du Vatican à l'époque, le pape Clément V. Ça, c'est l'histoire. Personne... Oui. Il y a une littérature florissante au sujet de la chose. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Or, ce roi a été présenté comme un tyran, un barbare, un sanguinaire. Mais il a parlé l'Europe de l'infiltration de l'ordre des assassins. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Il y a des décisions qu'on ne peut pas comprendre quand on veut tout expliquer de façon matérielle parce que nous sommes dans la matière. Monsieur Guérin, dites, on reviendra sur ce sujet, c'est intéressant, passionnant. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent fouiller, c'est ouvert, il suffit de taper sur Google. Mais en revenant sur l'histoire actuelle du Bénin, où est-ce que le spirituel pourrait-il s'inviter là? À quel niveau? Ah oui, absolument. Le spirituel, vous savez, et beaucoup de chefs d'État, sinon presque tous les chefs d'État, ont toujours quelqu'un qui leur souffle des choses à l'oreille. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a un courant lumineux qui est en train de se déverser sur notre planète. Et donc, Dieu, qui a créé son monde, ne peut plus laisser aujourd'hui n'importe quel dirigeant diriger les nations.
parce que d'ici dans 10, 20 mois, beaucoup de choses vont se passer de façon physique parce qu'elles existent déjà sur le plan éthérique. Ça, c'est évident. Et donc, c'est pourquoi nous sommes confiants. Nous disons que ça va aller bien. Il y a plus de peur que du mal qui arrive. Pourquoi? Je vous explique. Permettez que je vous explique rapidement. Et donc, ces chefs d'État, ils sont chrétiens, ils sont ci, ils sont ça. Dieu leur parle. Dieu peut lui parler. Pour dire, faites ceci pour la paix. Donc, pour le dossier en cours, et s'il n'écoute la pas, solution pourrait passer par le chef de l'État et non pas la justice. Pas le chef de l'État. Pas le chef de l'État. Je vous explique pourquoi. Puisque j'ai dit, le dossier d'abord est politisé. Et le contexte dans lequel nous sommes, où elle est candidate, elle a tenu des propos, et puis ensuite on l'accuse du terrorisme. Ça veut dire que si c'est vrai, c'est qu'elle veut faire passer son idée politique ou idéologique à travers la violence. Tout à fait. C'est ça, si c'est vrai, je dis. Je ne sais pas si c'est vrai à l'étape actuelle. Et là, c'est la sortie du ministre Modeste Kéliko qui vient tout gâter, à mon avis. Bien au contraire. Mais oui, ça gâte tout. Bien au contraire. Vous savez, je vais vous dire, il y a un autre aspect du pouvoir d'État. Le président Ouad, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a écrit une lettre à Macky Sall pour lui dire, j'ai géré ce pays pendant des années, 2 mandats. Alors je vous conseille ceci, vous avez des gens qui vous entourent. Il y a souvent 2 ou 3 camps, des extrémistes ou ceux qui vont apaiser les choses. Et c'est sérieux. Il dit, écoutez-les, mais ne les suivez pas. Pourquoi? Parce que demain, vous serez seul à répondre devant le peuple, à répondre devant la justice. Donc il est normal que le chef de l'État arrive à faire la part des choses. Ceux qui sont des extrémistes, qui lui disent, non, c'est bon, foncez seulement. C'est grave. Il faut apaiser les choses. Cette sortie n'aurait pas dû se faire. Jamais, pas du tout. Merci, oui, monsieur Avlessi. Il parle du côté spirituel de ce dossier. Je ne suis pas spirituel, je ne saurais être abondé dans ce sens. La solution au problème qui se pose actuellement est-il au niveau du chef de l'État, d'après vous? C'est au niveau de la gestion de cette procédure, au niveau de nos institutions. Le chef de l'État étant aussi une institution. Donc il doit jouer sa partition. Et quelle pourrait être la partition du chef de l'État là? Le chef de l'État, il a sa partition. Il est chef suprême. Je ne sais pas. En tout cas, il est chef suprême. Il doit jouer sa partition pour la résolution de ce problème. Permettez, juste, vous savez... une minute, le temps est en train de s'égrener pour permettre à votre troisième d'intervenir. Oui. Nous sommes peuple. Depuis 30 ans, le même discours, la justice est sous ordre. C'est ça. On a toujours entendu ça. Oui, c'est trop redondant. C'est honnête. C'est redondant. Depuis 30 ans, on a écouté. Monsieur Avlessi, vous avez évoqué un fait sur lequel je voulais revenir, qu'en tant que citoyen, on doit pouvoir répondre devant la justice quand la justice qui vous appelle. Je suis d'accord. Merci. Il y a des moments donnés, quand vous sentez que ça, c'est un piège, c'est un fuir. Et c'est ça encore le problème de la confiance aux institutions. Un piège, vous auriez contribué à la... On lui laisse la parole. L'histoire du Bénin jalonne de ceux qui ont fui la justice. Merci, monsieur Guéret. Moi, je compte vous dire merci par rapport à votre optimisme, parce que vous avez dit spirituellement que tout va bien, tout ira bien. Je ne dis pas tout va bien, tout ira bien, et que dans les mois à venir, il y a plus de peur que de mal, tout va bien se passer. C'est tant mieux, parce que là, je dis, si ça ne va pas, ça ne va pas pour nous. Il vaut mieux prier que ça aille mieux pour chacun. Et donc, le pessimisme n'a pas le droit de citer. Au Bénin, ceux qui sont là, pour nous qui vivons dans le pays, ne sommes pas pessimistes. Merci, monsieur Guérin. Et donc, je crois que globalement, la partition que chacun doit pouvoir jouer, la justice est à l'opérationnel. La justice doit gérer ce dossier-là de fond en comble. Mais je crois que le chef de l'État, c'est vrai que le dossier est politique, parce qu'on parle de terrorisme. Au vu de sa définition, on parle de terrorisme. Et donc, vous voyez, Madame Madougou, dans ses élans, dans ses propos, et dans son... Encore qu'elle n'a pas été... Vous pensez qu'il faut revenir à ses propos aussi? C'est pas la seule qui a... Merci. Permettez qu'on écoute votre troisième qui n'est pas sur le plateau avec nous. Oui, monsieur Omar Aruna, vous avez entendu beaucoup de choses. Le chef de l'État, oui, mais quel côté? L'un qui pense que spirituellement, il faut aller chercher loin, ne pas oublier ce qui est de chez soi, et l'autre qui pense que c'est plutôt la justice. Il faut, au-delà de tout, c'est le fétiche des Béninois. Faire confiance. Écoutez, moi, je suis très spirituel, mais cette fois-ci, je dois dire clairement, le problème, c'est quoi? Le chef de l'État, il sait qu'il ne peut pas se présenter dans des conditions normales à des élections équitables. Il va perdre. On va le battre comme un tambour. Dans ce contexte-là, et il fait tout pour le faire, même brimer les gens, saisir la liberté et tout ça là. Donc, la spiritualité n'a rien à voir dans ça. OK.
dans ce contexte-là aussi, ce que M. Avessi dit, c'est très dangereux ce qu'il dit. Il parle de nous qui sommes au pays. Et je vais vous dire que nous vivons bien ou nous vivons dans de bonnes conditions. Je vais vous dire aujourd'hui, et que ça cesse une fois pour toutes, vous qui êtes au pays, vous vivez bien parce que nous qui sommes en dehors du pays, nous vous aidons à vivre. Et pourquoi? Je ne le dis pas sur le plan matériel, je le dis sur le plan de vraiment l'image du pays. Je le dis aussi parce que nous, de notre point de vue, nous avançons des idéaux qui sont des idéaux communs au monde libre. Et ça, vous l'avez écouté hier quand l'ambassadeur des États-Unis parlait sur ce qu'elle appelle nos valeurs communes. Ces valeurs communes dont elle est en train de parler, c'est les valeurs qui sont partagées dans le monde libre. C'est de ça qu'il s'agit. Et on y reviendra sûrement tout à l'heure si on a le temps. Mais je vous dis que vous avez fait l'ouverture. Vous parlez là de la sortie de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin, qui s'est aussi prononcée sur ce dossier, qu'elle dit être en train de suivre de très près. Vous pouvez y aller, on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez y aller. D'accord. Pour moi, le décryptage est simple. Elle a parlé d'éléments essentiels. Elle a parlé de l'engagement des États-Unis avec le Bénin. Elle a dit que ces engagements sont basés sur de certaines valeurs qui sont des valeurs communes. Elle a énuméré ces valeurs qui sont la démocratie, la liberté et tout ce genre de trucs. Et quand le journaliste l'a pressé sur la question, elle a été très claire que l'une des valeurs qu'elle partage, ou bien que le Bénin devrait partager avec le monde libre, c'est ces valeurs de liberté, ces valeurs de démocratie et tout ça. Et dans ce contexte, ce qui n'arrive pas et ce qui ne se passe pas très bien en ce moment au Bénin. Donc, quand nous parlons de ça, et elle a énuméré certaines actions, et ça, il faut lire dans les messages déjà. Elle a énuméré certaines actions au début de son interview sur les investissements qui se font par les États-Unis et les partenaires au Bénin. Et dans ce contexte, elle explique, quand nous lisons, quand nous écoutons, elle explique clairement que ces valeurs partagées doivent avancer. Et c'est ce que nous disons de la diaspora, c'est ce que nous disons qu'il faut qu'on pousse cet agenda du monde libre pour que le Bénin vive mieux. Parce que dans ces conditions-là, on va complètement dans une situation où le Bénin sera complètement ostracisé. Vous pensez que ces valeurs, démocratie, liberté, ne sont plus de mise? Elles ne sont plus du tout de mise. Liberté de presse, démocratie, parce qu'il y a certaines choses que vous deux, vis-à-vis, qui sont sur le plateau, ne pourront jamais dire. Et c'est pour ça que moi, je me fais leur porte-voix. Parce que je sais qu'ils sont frustrés, mais il faut faire la politique du chef. C'est pour ça que je me fais leur porte-voix. Merci, monsieur Omarouna. Oui, monsieur Guérin, vous faites économie de vérité. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Cette sortie de l'ambassadrice par rapport à cette situation, comment vous la lisez? Merci. Je voulais d'abord dire que moi, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis tout haut. Je suis très excessif. C'est pourquoi je ne suis pas aimé, mais parce que moi, écoutez, la vérité, c'est ma tasse de café. Ok. J'ai dit tout à l'heure à l'entame que je suis souverainiste. Je n'admets pas que des pays étrangers interviennent dans les affaires du Bénin, de mon pays, de l'Afrique. Ça me gêne. Il parle de liberté. Il dit que la spiritualité n'a rien à voir. Mais il se trompe, il n'est pas spirituel. S'il était, il saurait que tout est spirituel avant d'être physique. Parce que l'Occident, vous savez, j'ai écouté la dernière fois l'un des grands mondialistes français, Jacques Attali, qui a dit que les réponses aux défis planétaires de demain seront uniquement spirituelles. Un matérialiste qui dit ça, ça fait un. J'ai écouté un criminologue, l'un des meilleurs criminologues français, Alain Bauer, qui a dit que le programme de François Mitterrand en 1981 lui a été écrit par le Grand Orient. Vous savez de quoi je parle. Et on me dit que ce n'est pas spirituel, le pouvoir d'État n'est pas spirituel. De quoi parlez-vous? Mais c'est bien sûr spirituel. Merci maintenant, beaucoup. Je voudrais revenir. Vous concluez sur ça rapidement. Le temps parti, on va donner la parole à... Madame Madougou n'est pas la seule à tenir des propos violents. Merci, ce n'est pas le chef d'accusation. Voilà. Ce n'est pas le chef d'accusation. Non, c'est pas le chef. C'est pour caractériser ça comme chef d'accusation. Donc, vous qui êtes proche du chef de l'État, il faut avoir des conseils d'apaisement. C'est le chef de l'État, comme ça se faisait dans nos royaumes.
Le ministre Dans était des passé, corps, qu'est-ce que ça veut dire? le ministre était Donc, passé il faut faire apaiser le roi. cadrer un peu parce que c'est la manipulation que les gens font de l'info. Ce n'est pas ces interventions qui l'ont envoyé là-bas. C'est l'association de malfaiteurs. C'est l'assassinat planifié. Et c'est un peu ça. Sur le dossier, donc si vous devez comprendre... Elle n'est pas encore condamnée. Non. Comme ça, c'est que vous nous annoncez la condamnation. C'est le processus. C'est ça qui fait que nous n'avons pas conscience aux institutions. Merci, monsieur Guérin. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas praticien du droit. Et vous dites qu'elle, alors qu'elle n'est pas encore condamnée. Vous ne pouvez pas, quand vous lui dites et que 2000 est condamné, on ne peut pas avoir confiance. Non, mais parce que les éléments que nous avons, dont on nous a parlé, c'est ça. Vous qui entourez le chef de l'État, c'est vos propos qui gênent un peu le peuple. Merci. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Non, alors que peut-être que c'est... Enfin, je n'en sais rien. Si la justice, au finish de ces enquêtes, trouve qu'elle est coupable, alors que vous, en tant que politique, vous annoncez déjà sa condamnation. Les éléments qui ont servi à son arrestation, c'est de ça je parle. C'est pas moi qui ai dit, c'est le propriétaire qui a dit. Maintenant, parlant de la sortie de l'ambassadrice des États-Unis. Vous concluez sur ça, oui. Je conclue sur ça pour dire qu'en réalité, je crois que nous avons trop peur par rapport à ce que nous vivons. Les gens dit qui suivent avec nous. Donc, merci beaucoup. On attend de voir la suite. Monsieur Haruna, 30 secondes. Wangu et Blagba et Nabla Keke. Le Keke, non, c'est Patrice Talon. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'auriez compris, tous sont tellement à dire, mais on va devoir s'en arrêter là et se retrouver demain pour un autre plateau. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Restez informés à chaque instant sur CK.